Nous sommes tous manipulateurs, nous sommes tous manipulables et nous sommes tous manipulés, mais tous à des degrés différents. Pourtant, consciente ou inconsciente, perverse ou maladroite, la manipulation utilise les mêmes outils. Je suis Julius et ici je vous détaille ces outils comme on détaillerait le contenu d'une boîte à outils. Le but est de mieux comprendre leur rôle dans les jeux psychologiques que l'on subit ou que l'on peut faire subir malgré nous. Bienvenue dans la boîte à manip. Alors, je m'appelle Julius, enchanté. On se retrouve ici pour l'épisode 0, qui sera un peu un épisode d'introduction, voire une note d'intention du reste de ce podcast. Je ne suis en aucun cas du domaine médical ou psychologique, même si j'ai pas mal lu sur la psychologie et sur le développement personnel. Non, moi je suis un mec lambda, et j'ai malheureusement beaucoup rencontré de manipulateurs dans ma vie. Donc un jour, j'en ai eu marre de subir. J'ai commencé d'abord par lister les comportements récurrents que j'ai remarqués et j'en ai fait une sorte de cartographie mentale de ces comportements. Je me suis aussi beaucoup renseigné en lisant ou en écoutant des témoignages de victimes. Donc après avoir réussi à identifier certains manipulateurs dans ma vie et aiguiser mes techniques pour les empêcher de me nuire, j'ai décidé de mettre tout ça d'abord par écrit, puis d'en faire un podcast audio gratuit pour que ça puisse aider un maximum de personnes. Mais pour commencer, il faudrait définir ce qu'est la manipulation. Donc moi, la définition que j'ai fini par retenir, c'est celle-ci. Obtenir quelque chose de quelqu'un en utilisant un moyen détourné sans le lui demander directement. Alors c'est un peu flou, mais ça englobe quand même pas mal de cas, on reviendra là-dessus, mais c'est un peu ce que je comptais mettre en lumière en fait, tous les cas possibles qui rentrent dans cette définition. Voilà, le fait que la manipulation peut vraiment apparaître partout et à des degrés de dangerosité différents. Alors je sais qu'il existe d'autres définitions de ce mot, et peut-être que celle que vous connaissez et qui vous tient à cœur soit différente. J'espère malgré tout que les techniques de manipulation et les conseils que je vous présenterai ici vous seront utiles. J'aime bien cette définition parce que sans le nommer clairement, je trouve qu'elle prend en compte la notion de consentement. Et pour moi, cette notion doit être au cœur de la définition. Presque toutes les techniques de manipulation que j'ai identifiées flirtent avec cette notion de consentement. Soit en le forçant, c'est-à-dire en le rendant implicite sans le verbaliser, ou en le rendant malléable et interprétable selon les besoins. Soit elle le fuit complètement ou l'esquive le plus possible. La non prise en compte du consentement de la victime est véritablement centrale, selon moi, pour comprendre ce qu'est la manipulation malveillante. Il faut que l'on parle aussi de ce que j'appelle la manipulation consciente ou inconsciente. La manipulation consciente concerne très peu de cas en réalité et en général les plus dangereux, mais j'en parle un petit peu plus loin. La manipulation inconsciente, elle, regroupe les personnes qui utilisent des techniques par réflexe ou habitude, mais sans se rendre compte que c'est de la manipulation et donc sans prendre conscience du mal que ça peut faire. Et ces cas-là doivent sûrement représenter la plus grande majorité des manipulateurs. Beaucoup de gens confondent un peu ces deux catégories en prenant des cas anodins pour des cas graves. C'est pour ça que l'expression pervers narcissique est souvent utilisée à tort et à travers. Ou alors on peut penser aussi que les deux sont à distinguer, comme si les intentions pouvaient excuser en partie la manipulation. Pour moi, la distinction peut avoir de l'importance pour savoir de quoi on parle, mais si on adopte le point de vue des victimes, cette distinction n'a pas lieu d'être. Alors un petit explicatif de cas de manipulation inconsciente. La plupart des conflits apparaissent d'abord par des discussions qui peuvent virer à l'engueulade, et dans ces engueulades, on peut se retrouver face à des gens qui sont d'abord de mauvaise foi ou qui sont de mauvais esprit. Eux peuvent encore croire en ce qu'ils disent. Personnellement, je considère que c'est plus de la maladresse sociale. Plus dangereux et plus frustrant, il y a les esprits de contradiction qui ont un réflexe conditionné pour s'opposer systématiquement, qui peut être inconscient ou conscient, c'est difficile à définir. Et enfin, au-dessus, il y a les provocateurs qui utilisent la contradiction comme un sport, comme un jeu de l'esprit. On les surnomme aussi des trolls. Et là, on est clairement dans quelque chose de conscient, très très conscient. Alors cette catégorisation peut aider à savoir à qui on a affaire en face de nous, mais au final, une personne qui fait du mal en manipulant inconsciemment peut faire tout autant de mal que quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Les conséquences peuvent être aussi graves, et définir une distinction entre les deux est une perte de temps pour les victimes. Donc attendre que la personne affiche clairement ses intentions pour que vous vous décidiez à réagir est un comportement très dangereux en fait. Donc leur but est justement d'avancer masqué, donc c'est difficile à détecter et vous finissez par endurer beaucoup de choses et souvent pendant longtemps avant d'estimer avoir eu une preuve convaincante.
Une preuve de manipulation n'est pas nécessaire pour se protéger de ses conséquences. Et comme tous les manipulateurs ne sont pas des dangereux psychopathes ou des pervers narcissiques, il faut s'en protéger mais de façon adaptée. Il en existe qui sont très nuisants pour leurs entourages. Il se peut même que vous soyez ponctuellement le manipulateur de votre entourage sans le savoir. Mais que ce soit vous ou une autre personne, il se peut que ce soit lié à un mauvais sujet de discussion, une mauvaise journée rencontrée ou un élément particulier qui fait rejaillir le caractère manipulatoire. C'est souvent une forme de coquetterie émotionnelle et je vais essayer de vous expliquer cette technique le plus simplement possible. Lors d'une discussion, la personne ressent une émotion négative, quelque chose qu'elle reconnaît mais qu'elle n'a jamais appris à gérer. C'est souvent une sensation de malaise qui vient de l'enfance. Ça peut être simplement le souvenir d'une frustration passée qu'elle a peur de revivre par exemple. Comme cette personne ne sait pas la gérer et que ça la met mal à l'aise, elle va considérer alors que c'est la personne en face qui est responsable de cette négativité, car elle refuse de reconnaître que le problème vient d'elle-même. Elle va donc vouloir se protéger en repoussant toutes les personnes qui ne font qu'alimenter son malaise, en manipulant et en forçant le consentement. La cause du malaise étant interne, tant que la personne ne le reconnaît pas, elle peut trimballer cette susceptibilité maladive pendant un certain temps. Pour résumer, c'est une ancienne victime traumatisée qui devient bourreau par peur de subir à nouveau. La manipulation inconsciente ressemble très très souvent à ça. On l'a tous déjà vécu, d'ailleurs, moi le premier. Malheureusement, certains manipulateurs ne comprendront jamais ça. C'est une mécanique qui est très courante pour se protéger. Elle peut aussi être jouée pour obtenir de l'attention, des biens, les services des autres, voire de l'autorité. Il existe plusieurs autres mécaniques impliquant l'ego notamment. Donc ça reste de la manipulation, à n'en pas douter, mais selon le sujet à éviter et la manière de l'esquiver, ça n'est pas forcément nocif. Donc ça n'est pas nocif, mais par contre, ça n'est pas forcément indolore non plus. Il faut toujours garder en tête la question du dosage. Et des questions régulières à se poser, c'est est-ce que ce comportement est régulier ou non, systématique ou non ? Quelles sont les conditions qui ont provoqué ce comportement et sont-elles légitimes ? Si jamais on vous dit que vous êtes la cause d'un de ces comportements et que c'est à cause de vous que la personne est comme ça, ne le croyez jamais. Il est possible que vous soyez en cause, mais vous accuser participe à détourner l'attention du cœur du problème. Et puis, ne comptez que les blessures de chacun, ça pousse les bourreaux à s'identifier à leur score de victime, à leur score de douleur. Ça ne désigne pas des gagnants, ça ne fait que désigner des victimes du coup, et surtout des victimes d'eux-mêmes. Utiliser la manipulation comme une réponse normale n'est pas une excuse. Avoir été victime n'autorise pas à devenir bourreau. Et pour ce qui est des psychopathes, sociopathes, pervers narcissiques, prédateurs et autres vampires sociaux, nous les verrons car ils sont fascinants, mais plus tard. Ils seront à placer sur le spectre des nuisances possibles, mais plutôt vers la fin. Je pense que la manipulation est impossible à éviter dans une vie. L'humain est câblé d'une telle façon que son cerveau enregistre inconsciemment tout par mimétisme, et ce depuis l'enfance. Utiliser des moyens indirects pour obtenir quelque chose est très courant. C'est un moyen d'agir parfaitement compréhensible par un jeune enfant et ça persiste longtemps et de façon inconsciente jusqu'à être adulte. Ce sont des comportements que nous connaissons tous car nous les avons tous vus avant de nous en inspirer. Je vous ai dit que j'ai beaucoup rencontré moi-même de manipulateurs dans ma vie. Je les ai imités malheureusement, mais parce que j'ai cru que c'était comme ça qu'on obtenait de l'attention, des services, des biens ou de l'autorité. Il faut comprendre que c'est un monde de non-dits. Tout n'est qu'interprétation et faux semblant puisqu'on apprend instinctivement à obtenir sans demander, sans les mots. Et c'est en brisant tous ces non-dits que j'ai enfin compris que mon comportement faisait partie du problème qui me rongeait. La seule différence que l'on puisse faire entre quelqu'un de toxique et quelqu'un de maladroit, c'est sa facilité à utiliser une technique et surtout dans sa clarté à reconnaître son erreur. Il y a énormément de choses positives derrière les mots pardon et merci, s'ils sont prononcés simplement et honnêtement, c'est-à-dire sans un mais juste après. Ce sont selon moi des bons indicateurs de la bonne foi et du changement de quelqu'un, mais seulement s'ils sont utilisés comme il le faut. Les excuses et les remerciements, ça n'est pas toujours naturel, mais on peut les apprendre. Et si au cours des épisodes, vous finissez par comprendre que vous êtes un peu ou beaucoup manipulateur, que vous utilisez les techniques présentées, ce n'est peut-être pas si grave. Si vous êtes capable de reconnaître votre erreur, vous serez capable d'apprendre à dire honnêtement pardon et merci. Prendre conscience de ces mauvaises habitudes est une chose, mais il ne faut surtout pas non plus se lancer dans un espèce de combat acharné contre les manipulateurs. Vous risquez de vous y perdre vous-même. On peut vivre avec, en apprenant à se préserver de ses conséquences et en apprenant comment s'améliorer à ceux qui désirent changer. En leur conseillant ce podcast, par exemple, non, c'est pas de la manipulation puisque je vous le demande clairement. Pour vivre avec la manipulation, il faut apprendre à définir le moment où votre consentement n'est pas respecté et faire comprendre qu'il y a un abus. Que vous sachiez dire, à partir de maintenant, ceci est un problème.
Les techniques dont je vais vous parler ici sont à considérer comme des outils. Il y en a tout un éventail et nous ferons l'inventaire des outils les moins dangereux aux plus dangereux pour comprendre comment ils sont utilisés, quels sont les besoins et les peurs derrière et comment s'en prémunir. Dans chaque épisode, j'essaierai de vous donner des pistes de contre-techniques pour ne pas trop se faire avoir, mais gardez surtout en tête que se battre de manière frontale contre la manipulation n'est pas un combat qu'il faut mener. Vouloir avoir raison face à quelqu'un qui veut avoir raison ne vous rend pas spécial, ça vous incite juste à devenir ce que vous combattez. Il faut toujours, en premier lieu, se préserver ou préserver les victimes du pouvoir nocif du manipulateur avant toute autre chose. Dans les cas les moins graves, votre fuite peut faire prendre conscience à la personne manipulatrice de son caractère toxique. Mais si l'affrontement est nécessaire, il doit être envisagé après que tous les moyens de fuir aient échoué. Et je peux vous assurer qu'un manipulateur dangereux utilise, lui, bien plus qu'une petite poignée de techniques inoffensives. En général, plus la personne utilise de techniques, et surtout des techniques avancées, et plus elle est potentiellement dangereuse, donc à fuir. Mais le nombre de techniques exactes qu'il faut fuir, il est à définir par vous-même par contre. C'est selon votre subjectivité, c'est votre seuil de tolérance. Définir clairement ce seuil de tolérance, je ne peux pas le faire pour vous, c'est complètement subjectif et je ne peux pas vous imposer le mien. J'espère qu'avec mes conseils, vous saurez rendre le plus conscient possible ce qui était inconscient afin d'évaluer le degré d'empoisonnement de vos relations, que vous soyez capable de contre-manipuler et d'affirmer votre position. Que vous puissiez délimiter cette zone d'inconfort afin de savoir de quel côté de la ligne vous êtes actuellement et de quel côté vous voulez vivre. Donc je vous invite à participer dans les commentaires. Tous vos témoignages sont les bienvenus car ça m'aide beaucoup à adapter mes explications. J'attends aussi vos conseils pour m'améliorer. J'aime beaucoup trouver des mots précis pour décrire des situations trop floues. Pour moi, un mot un peu imagé ou une expression inventée, c'est souvent plus percutant que 3 mots hyper précis mais issus du jargon médical. Le vocabulaire de la résistance à la manipulation doit être plus digeste, plus intuitif et plus percutant. Les métaphores sont terriblement utiles dans ce domaine. Donc, je ne m'empêcherai sûrement pas d'utiliser des mots ou des expressions imagées de mon cru, mais je compte aussi sur vous pour me dire si c'est efficace ou si vous avez vous-même des expressions à me proposer. Et enfin, je vous remercie d'avoir écouté ce premier épisode, j'espère que ça vous donnera envie d'écouter les autres épisodes. Il faut aussi comprendre que je suis autodidacte, donc ce podcast, c'est une occasion pour moi de remettre le nez dans mes écrits pour leur donner un espèce de sens et une cohérence, parce qu'il y a un ordre. Je vais essayer de donner un ordre, mais tout n'a pas été écrit, tout est un petit peu retravaillé au fur et à mesure, donc c'est un peu un work in progress, comme on dit en anglais. C'est un travail qui est encore en cours d'affinage, et votre participation peut être utile pour ça. Donc n'hésitez pas à me solliciter, à me donner des conseils. Vos impressions, vos témoignages, mais aussi votre analyse est tout aussi importante. Est-ce que ça vous a parlé ? Est-ce que ça vous a interpellé ou fait réagir ? Écrivez dans les commentaires et partagez votre avis. Ça m'aide beaucoup à améliorer les analyses et les conseils pour la communauté. Partageons ensemble pour nous renforcer individuellement. Vous pouvez me suivre sur Instagram, Facebook et Twitter avec ce nom, Vulgaire Pensée. On se retrouve bientôt, soit sur les réseaux sociaux pour partager vos histoires, soit au prochain épisode. Prenez soin de vous et à bientôt.